L'archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. À environ 1000 km de l'Espagne et à 100 km de l'Afrique, Lanzarote est à la fois la plus orientale et la plus septentrionale de l'archipel. L'arrivée à Lanzarote est un choc. Ici brille un soleil noir, la couleur dominante de l'île. Noir comme la lave et les cendres déposées par les volcans. Lanzarote est une île forgée par des feux brûlants qui ont créé un paysage unique, à la fois lunaire et cosmique. L'activité volcanique de Lanzarote, ajoutée à l'aridité naturelle, a obligé les habitants à lutter avec la nature pour survivre. Ils ont bâti des villages aux murs blancs qui rappellent l'Afrique. Là, dans la fraîcheur des ruelles, la vie s'organise et quelquefois, sans doute par le ton en souriant des touristes qui grillent, allongés sur le sable blond des quelques belles plages du littoral. Sur cet autre monde, même les vents alizés passent sans s'arrêter. Ici, il ne pleut pas plus qu'au Sahara tout proche. Lanzarote est une île à part, une île où la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement sont parmi les préoccupations majeures de la population, et l'île a été classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Peut-on s'imaginer que quelque chose puisse pousser sur un sol d'apparence si hostile ? C'est sans compter sur la ténacité et l'ingéniosité des hommes qui vivent ici. Depuis la grande éruption de 1730, ils ont su tirer profit des cendres volcaniques. Nous sommes sur la route de Yaza, près de San Bartolomé, dans la plus ancienne et dans la plus grande exploitation viticole des Canaries. Juan Glaria Guietano, 35 ans, œnologue et maître de chai, il a fait ses études en France, dans le Bordelais. Bien, on est à la propriété Bodegas El Grifo. C'est une propriété qui existe depuis 1775. Donc on peut dire que c'est la plus ancienne propriété des îles des Canaries, toujours en activité, comme exploitation vitivinicole. Dans les 1881, la famille actuelle a acheté cette propriété. Et c'est eux qui ont commencé à faire les vins un peu plus modernes à cette époque. Ils ont commencé à apporter tous les différents pressoirs et différentes machines qui facilitaient le travail du vin, étant toujours un vin traditionnel. On a aussi un musée qu'on peut visiter et où on garde tous les équipements de la cave depuis que ça a commencé. Los lunes se pega más tarde entonces. Claro, se te chatas las copas del día. No va a salir mejor que tú, Manuel. Todo en lo alto. Voilà, on est sur le vignoble. Ça, c'est un cep de Malvoisie, le cépage plus répandu à Lanzarote, les vieux cépages. Comme vous voyez, on est dans un trou et tout ce terrain a été couvert par les cendres du volcan, les lapillis. Il a tout couvert. Alors les gens, ce qu'ils ont fait il y a 2 siècles, sont de faire les trous pour arriver jusqu'à la terre végétale pour pouvoir planter les pieds de vigne. Alors la caractéristique pour arriver à pouvoir développer le vignoble, c'est de garder une couche de cendres au lapillis qui est venu du volcan. C'est un matériel très hygroscopique qui garde l'humidité, parce qu'ici à Lanzarote, il pleut très peu, dans les 100 litres à l'année, et ça fait que ça garde l'humidité du terrain, ça ne laisse pas les sécher. Et puis vous voyez aussi les murs qui sont faits aussi avec des pierres du volcan, des laves. Hein.
les pieds, pour protéger aussi du vent alisé qui vient de l'Atlantique et qui sont constants sur l'île. Ici, dans ce trou, il y a un pied. À chaque trou, il y a un pied. Donc ça peut vous faire une idée de la difficulté à développer les vignobles. Tout est fait à la main et pour la récolte, etc., il faut venir toujours à pied. Il n'y a même pas de tracteurs qui peuvent s'approcher d'ici. Ici, étant sur un climat plus chaud, les sucres s'accumulent plus vite et ça fait qu'on commence la récolte plus tôt. On commence la récolte en fin juillet, début août, et ça fait que ça soit la première récolte en Europe, dans Lanzarote. Si la particularité géologique de Lanzarote n'a pas permis à la culture de la vigne d'évoluer depuis 200 ans, la vinification, elle, est assurée par des techniques et du matériel tout à fait adaptés à une production moderne. L'exploitation des 50 hectares de vignes, ajoutée à la production de plus petits propriétaires, permettent de sortir de ces caves près de 700 000 bouteilles chaque année. Bien, ici on est dans la partie la plus vieille de la cave, une des plus vieilles, et c'est où on garde des vins assez spéciaux. C'est des vins vieux qui se gardent en barrique pendant des années, qui ne sont même pas sur le marché encore. Et ici, ces trois premières barriques, c'est des barriques de 1881. Ce sont des barriques qui gardent les premiers vins les premiers vins qu'a fait la famille actuelle des propriétaires. Je suis venu là, j'ai découvert un monde, surtout la viticulture, assez spécial, différent. Et c'est ça qui m'a attiré et qui m'a fait tomber amoureux de travailler ici, sur cette île. À part que la vie est assez jolie. Fier d'extraire d'une terre aussi rude et violente une boisson aussi douce et colorée que le miel, Juan, comme les 1500 autres petits viticulteurs de Lanzarote, n'est pas prêt à quitter ses vignes et sa cave. Jailli des flots il y a 20 millions d'années, Lanzarote continue de mijoter à feu doux sur son socle de magma en fusion. Il y a près de 300 volcans et de temps en temps, le couvercle de la marmite saute, comme en 1730 dans la région de Timanfaya, au sud-ouest de l'île. L'éruption a duré 6 ans et ne s'est arrêtée qu'après avoir vomi sur 200 km² et englouti 11 villages, la plus longue éruption de l'histoire de la volcanologie. À El Diablo, la température atteint 600 degrés à une dizaine de mètres de profondeur. On est ici au milieu de hauts fourneaux qui semblent endormis, mais endormis d'un œil seulement. La chaîne de Timanfaya est placée sous haute surveillance et classée parc national. Depuis 1974, le parc est strictement protégé. La visite est limitée à des excursions guidées, en groupe et en car, sur un bref circuit goudronné. Forgé par le feu au milieu des flots de l'Atlantique, noire est la couleur de cette terre de début du monde. Comment les hommes ont-ils réussi à survivre dans cette nature si brutale, en faisant preuve de combativité, d'imagination
et aussi, sûrement, de beaucoup d'humilité. Si les journées sont chaudes à Lanzarote, les nuits le sont aussi. Ce soir, dans la salle des sports de Yaza, doit se dérouler l'un des événements sportifs majeurs de la saison. L'équipe de lutte canarienne de Yaza reçoit l'équipe championne des Canaries. C'est à l'occasion de cette soirée que Don Cristín Feo de León, 75 ans, grand maître du jeu de bâton à Lanzarote, nous a donné rendez-vous. Aujourd'hui, vous êtes venu voir la lutte canarienne. C'est un sport dont les origines sont lointaines et qui s'est donc pratiqué de génération en génération. Ce sport me plaît beaucoup et comme moi aussi je pratique un autre jeu traditionnel, je souhaite vous inviter à voir en quoi ce jeu consiste à la prochaine session d'entraînement pour que vous ayez un aperçu de ce sport. La lutte canarienne ne se pratique qu'aux Canaries et si elle possède quelques similitudes avec sa cousine gréco-romaine, elle possède ses propres règles et ses subtilités que seuls les passionnés comprennent. Les deux équipes sont composées d'une dizaine de lutteurs classés par catégorie de poids. Aucune autre partie du corps que la plante des pieds ne doit toucher le sol. Chaque duel gagné rapporte un point à l'équipe et un lutteur peut faire plusieurs combats. Force, ruse, fair play, stratégie et bonne ambiance générale expliquent en partie la popularité de ce sport. À la fin des combats, l'équipe de Yaza a perdu de quelques points et les spectateurs ont poursuivi tard dans la nuit les commentaires de la défaite. Comme promis, Don Cristín Feo de León nous a retrouvés au lieu de rendez-vous fixé, le complexe multisport de la capitale, à Recife. Comme chaque semaine, le dernier et seul grand maître du jeu de bâton de Lanzarote rejoint le petit groupe d'élèves assidus à ses cours. L'origine du jeu de bâton ici à Lanzarote est à l'origine de la technique dans toutes les îles des Canaries, en ce qui concerne le jeu de bâton. Mais toutes les îles ont un style différent. Le style d'ici, en tout cas, est connu depuis des centaines et des centaines d'années. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mon grand-père l'a enseigné à mon oncle et ensuite mon oncle me l'a enseigné à moi et à deux de mes cousins. Et ensemble, nous avons utilisé la même technique qui se pratiquait à l'origine et qui s'utilisait aussi bien en défense qu'en attaque. Cette technique était uniquement réservée aux membres de la famille, à personne d'autre. Il devait être de la famille. Si on avait un qui était un peu agressif ou brutal, alors on ne lui enseignait pas, parce qu'on pensait qu'il abuserait de ce qu'il apprendrait. Autrefois, ceux qui pratiquaient le jeu de bâton respectaient cette règle. Par exemple, avant, lorsqu'ils étaient dans une fête, et quand ils se chamaillaient ou se provoquaient, ils sortaient du village pour aller lutter et savoir lequel était le meilleur. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à se départager et qu'il n'y en avait pas un plus fort que l'autre, alors ils s'arrêtaient, ils se serraient la main et partaient bons amis. Pour jouer, ce dont on a besoin comme matériel, c'est d'avoir un bâton qui mesure plus ou moins 1m20, 1m30. Il est coupé sur une branche. Il faut toujours le couper le mois qui précède la pleine lune de février, parce que c'est le meilleur moment pour avoir un bois sec, sans sève.
On le coupe, on le prépare, on le laisse sécher pendant plusieurs semaines dans l'obscurité. Et puis on façonne sa forme arrondie et ensuite on le passe au feu doux du charbon de bois en le faisant tourner sur lui-même jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement droit et prêt à être utilisé. Tu dois mettre ta jambe en face et en opposition. Comme ça, quand on lui revient, tu auras plus de facilité pour attaquer. Le jeu de bâton était un sport qui avait disparu dans les années 80. Il n'y avait plus personne qui jouait du bâton, seulement moi. Et puis les autorités de Lanzarote s'y sont intéressées et ont eu envie de sauver ce sport. Elles ont mis à mes dispositions les moyens et l'endroit pour enseigner sa pratique. Parfois il y a peu de gens, parfois ils viennent plus nombreux, ça dépend. De toute manière ça tourne et le sport se pratique à nouveau. Ce sport ne se perdra plus. À présent, il y a de plus en plus de gens pour perpétuer sa pratique. Don Christine a souhaité nous emmener dans l'un des lieux étranges de Lanzarote, à El Golfo, le cœur d'un cratère à moitié englouti par l'océan. Un bâton, un maître et des élèves qui sont un espoir, celui qui empêchera peut-être la disparition d'un sport traditionnel. À Lanzarote, les maisons blanches à volets bleus ou verts ne doivent pas dépasser 3 étages. Cette initiative a été prise sous l'influence de Cesare Manrique, l'artiste le plus connu de l'île. En circulant sur les routes de Lanzarote, vous ne pouvez pas manquer ces monuments mobiles dédiés aux éléments. En 1992, après son décès accidentel, en plus des 7 centres touristiques créés, sa maison est devenue une fondation. Au milieu des années 60, Cesare Manrique, après avoir fait une brillante carrière à Madrid et à New York, est revenu sur son île. Il a souhaité intégrer Lanzarote dans son concept artistique. Présidé par la reine d'Espagne, des centaines de milliers de visiteurs contemplent les toiles du maître, mais aussi ses créations architecturales. La Fondation Manrique est l'un des 10 musées les plus visités d'Espagne. À Guatiza, près de Teguise, le jardin de cactus a été créé en 1991 et il est la dernière œuvre de Cesare Manrique. Guillermo Perdomo, 53 ans, jardinier, dans une tenue de travail dessinée par Cesare Manrique,
connaît par cœur chacun de ces cactus, puisque c'est lui qui les a plantés. Nous nous trouvons dans le jardin de cactus. Ici, il y a plus de 1000 espèces et il y en a une qui est très belle et intéressante. Elle fleurit seulement une journée par an et le jour suivant, elle disparaît, comme celle que je suis en train de vous montrer là. Ici, nous n'avons pas le parasite de la cochenille parce que nous le tuons. Nous le maintenons à l'extérieur du jardin. Dans le jardin de Guillermo, 10 000 exemplaires de cactus de plus de 1400 espèces différentes. Et comme si ce n'était pas suffisant, le jardin est implanté au milieu d'une mer de cactus, car c'est ici le cœur de la culture de la cochenille, un insecte dont la femelle parasite la feuille des figuiers de Barbarie. Guillermo connaît bien le processus qui permet d'obtenir un colorant naturel, le carmin. Il est employé dans les industries du textile et de la cosmétique. Il était très apprécié autrefois, avant la découverte des colorants artificiels. Nous nous trouvons à Guatissa, où se cultive la cochenille, qui a été importée du Mexique en même temps que la plantation des figuiers de Barbarie. Elle est tout d'abord arrivée dans le sud de la péninsule, puis elle gagna la Grande Canarie au début du XIXe siècle, pour ensuite venir à Lanzarote, où elle se cultive à Mala et à Guatissa. Elle s'appelle Dactylopius coccus, et de ce parasite s'extrait un colorant naturel, l'acide carmin, et donc ça fait à peu près 160 ans que nous la cultivons sur les figuiers de Barbarie, ici à Lanzarote. Premièrement, il faut enlever la fleur du figuier de Barbarie pour qu'elle ne continue pas à s'alimenter de la plante. On la coupe et on la jette par terre. Et ensuite, on continue avec l'implantation des larves sur les feuilles. Les larves sont prélevées sur les insectes femelles cochenilles. On en remplit un petit sac que nous plaçons sur la feuille du figuier de Barbarie de façon à ce que les larves se reproduisent et passent ainsi sur la plante dont ils s'alimenteront. Ce processus dure près de 3 mois. Après la semence vient le temps de la récolte. Celles-ci sont suffisamment grandes pour être récoltées. Et maintenant, je vous montre la couleur. C'est un carmin. Ensuite, celles-ci sont mises sur un plateau pour le séchage pendant 8 à 10 jours, ou moins s'il y a beaucoup de soleil. Et elles deviennent comme ça. Et c'est comme ça qu'on les vend. Pour obtenir 1 kilo de cochenille sec, nous avons besoin de 3 kilos ou 3 kg 200 de cochenille bien vivante et bien grosse. Et d'1 kilo de cochenille bien sec, on n'extrait que 10% d'acide carmin. Aujourd'hui, à Lanzarote, il ne reste que 4 producteurs de carmin naturel. Par manque de rentabilité, il est fort probable que cette tradition disparaîtra dans les prochaines années. Lanzarote est une île à part, brûlante, sèche, noire et lumineuse. Mais c'est une île attachante qui sait aussi se faire pardonner de tant de rudesse avec la fraîcheur océane de ses plages.
Lanzarote a défini des règles strictes pour protéger son environnement. Peut-être parfois peuvent-elles paraître strictes, mais c'est sans doute à ce prix que l'avenir de l'île sera préservé.